le journal. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour le compte de cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. L'Union européenne a une fois de plus condamné le M23 et le Rwanda de Paul Kagame pour leurs actions qui provoquent la détresse de déplacés à l'est de la RDC. L'Union européenne exhorte le M23 à se retirer de zones qu'il occupe dans le plus bref délai. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs démarre le jeudi 16 février dans l'est du pays. C'est le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, qui l'a confirmé au cours de sa mission au Nord Kivu, où il a échangé avec les autorités pour la sécurisation du processus électoral. Les Koulouna sont de plus en plus agressifs dans la ville de Kinshasa. Ce jeune opère de nuit comme de jour dans les rues et dans les maisons de pauvres Kinois qui n'en peuvent plus. Que faut-il faire face à cette terreur récurrente? Réflexion sur le sujet dans cette édition. Bonsoir. Tel qu'annoncé au sommaire, l'Union européenne exhorte explicitement le Rwanda et Paul Kagame à cesser sans tarder leur appui au M23. L'Union européenne insiste à ce que tout le moyen pour faire pression sur le M23 soit utilisé afin qu'il se retire de zones occupées en RDC, comme prévu dans le plan convenu entre le chef d'état-major de l'EAC le 9 février à Nairobi. Ceci ressort de la dernière déclaration du haut représentant européen Joseph Borrell sur la dégradation de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez les détails. L'Union européenne reste fortement préoccupée par la dégradation de la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la continuité de sa déclaration du 31 décembre 2022 et en ligne avec la déclaration à la presse du Conseil de sécurité du 3 février 2023, l'Union européenne réitère son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et appelle toutes les parties à mettre rapidement en œuvre tous les engagements pris dans ce cadre. La déclaration de l'Union européenne dénonce l'absence de mise en œuvre des engagements et des décisions prises par les différentes parties et déplore la poursuite des combats, particulièrement autour de Goma, ce qui aggrave la situation humanitaire des déplacés, situation qui est devenue désastreuse. Conformément aux processus régionaux en cours et notamment aux principes réaffirmés lors du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, organisé à Bujumbura le 4 février dernier, l'Union européenne condamne leurs actions violentes, exhorte à nouveau tous les groupes armés à déposer les armes et à se retirer des positions qu'ils occupent et à prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réintégration mis en place en RDC. Et puis à l'origine de la communauté Tutsi congolaise, Alexis Gisaro, actuel ministre des Infrastructures, Travaux publics, a finalement exprimé sa préoccupation face à la présence du Rwanda en soutien au M23 et en rapport avec l'instrumentalisation des communautés. Suivez pour en savoir davantage. Originaire de la communauté Tutsi congolaise, Alexis Gisaro, actuel ministre des Infrastructures Travaux publics, pense que l'intervention du Rwanda et du M23 à l'est de la RDC envenime la situation humanitaire et politique dans tout l'est de la région des Grands Lacs jusque vers leurs voisins, à savoir l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya, etc. Alexis Gisaro rappelle que la RDC a été en guerre avec le Rwanda ou via le Rwanda interposé au moins à 4 reprises ces 25 dernières années. Il y a eu successivement l'AFDL, le RCD, le CNDP et par 2 fois le M23. Alors pense-t-il, si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte utilisé aujourd'hui par le Rwanda, le problème de stigmatisation de certaines communautés, après toutes ces années et toutes ces guerres, aurait trouvé déjà des solutions. De son point de vue, on devrait laisser les Congolais régler leurs problèmes entre eux. N'ayant rien demandé ni au M23, encore moins au Rwanda, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, Alexis Gisaro, qui se dit bien intégré, considère qu'il existe aujourd'hui un leadership responsable qui peut donner à chaque Congolais sa place. Pour l'histoire, le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, est le fils d'une figure emblématique dans l'histoire du Sud Kivu, comme fils du député Isaac Gisaro Muhoza, connu parmi les premiers Banyamulenge qui avaient pu émerger en politique.
faisant l'unanimité au sein de la communauté Banyamulenge, mais aussi au sein des communautés Bafulero, Bavira et Babembe de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, homme de référence dans sa communauté Banyamulenge, le ministre des ITPR, Alexis Gisaro, manifeste son indignation et l'instrumentalisation de certaines communautés par le Rwanda. Dans les chapitres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé les débuts de l'opération d'enrôlement des électeurs pour ce 16 février 2023 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise seront mobilisées pour accompagner ces processus, comme l'a affirmé le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mouindo, qui a rencontré le lundi dernier le membre du comité provincial de sécurité de la province du Nord Kivu pour échanger sur le moyen sécuritaire, nous dit Laetitia Moulal. Une rencontre entre les membres du comité provincial de sécurité avec en tête le gouverneur militaire, le lieutenant Constant Dima et une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, conduite par son rapporteur adjoint Paul Vaoumawa, a eu lieu lundi dernier dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Au menu, la sécurisation de l'opération d'enrôlement qui débute ce jeudi 16 février au Nord Kivu. Également échanger avec l'autorité provinciale ainsi que les comités de sécurité sur la sécurisation du processus électoral. Vous le savez, nous sommes dans une province en proie à la guerre. La CENI, au-delà de la guerre, s'est dit qu'il y a des Congolais qui ont aussi le droit de participer au processus électoral. Et nous avons reçu des assurances que dans le peu de jours qui viennent, même les endroits qui sont sous occupation ennemie vont être récupérés, et ce qui a beaucoup rassuré la CENI, mais également beaucoup de tous nos bureaux vont également être sécurisés par la police. En ce qui concerne les zones sous contrôle du M23, le rapporteur de la CENI a affirmé que personne ne sera laissé de côté. Nous avons également la catégorie de personnes qui sont à des endroits occupés par les ennemis de la République, ces fameux M23 soutenus par Rwanda. Et les Congolais qui sont dans ces zones doivent savoir qu'ils ne seront pas oubliés. Et nous avons prévu pour ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, nous avons déjà des équipements pour amener là-bas. Nous avons déjà des personnes ou les agents formés pour aller faire l'enrôlement dans ces zones-là. Mais nous attendons les go de notre armée qui à tout moment peut nous dire voilà, vous pouvez maintenant accéder à ces endroits-là, parce qu'il y a des dispositifs qui sont totalement pris par l'armée pour que ces endroits soient totalement récupérés par notre gouvernement. Peu avant la rencontre, le rapporteur adjoint Paul Vaoumawa avait échangé avec les chefs des confessions religieuses qui ont promis d'apporter leur soutien au processus électoral en cours. Soulignons par ailleurs que le rapporteur adjoint de la CENI a rencontré également les agents électoraux auxquels il a demandé de bien prester en évitant de monnayer ces opérations d'enrôlement. Parlons sécurité à présent, le problème d'insécurité devient de plus en plus grandissant dans la ville-province de Kinshasa. Le paisible citoyen n'espère plus vaquer librement à leurs occupations le soir ou la nuit, voire même en pleine journée dans certains quartiers. Quel est l'apport des autorités face à cette situation? Tentative de réponse dans cette réflexion de Bijou Lumuna. L'insécurité, un phénomène de plus en plus récurrent dans la ville de Kinshasa. Il est observé ces derniers temps à travers la ville une vague d'insécurité sans précédent. Les quartiers autrefois calmes et paisibles sont devenus dangereux. Les personnes s'y font agresser dans leurs avenues et voire même devant leurs parcelles, et cela en début de soirée ou dans la matinée par de jeunes appelés communément Kuluna. Aucune commune n'est épargnée par ce phénomène, surtout les communes de Kimbaseke, Makala, Kalamu, Matete, Selembao et Kintambo pour ne citer que celles-là qui enregistrent tous les jours des cas d'agression violente avec perte des biens et en vies humaines. Même si les criminels ou Kuluna sont arrêtés, ceux-ci ressortent facilement et sans inquiétude au grand désarroi de la population. Dans certains coins,
On craint de dénoncer les criminels par peur de représailles. Face à tout cela, la population se plaint et se demande si réellement les autorités existent dans ces pays, étant donné qu'elles ne font rien pour éradiquer ces problèmes qui deviennent de plus en plus grandissants. Que les autorités puissent prendre des mesures drastiques afin de soulager la population de la ville de Kinshasa qui désespère de plus en plus face à cette situation. Poursuivons ce journal, Madame, Messieurs, le bilan ne cesse de s'alourdir après le naufrage survenu le week-end dernier dans la province du Sud Kivu. 8 corps ont été repêchés dans la matinée du 14 février, dont 4 hommes et 4 femmes. Le détail toujours avec Bijouloum. C'est ce mardi 14 février dans la matinée que 8 corps sans vie flottant aux alentours du port Amka ont été repêchés, dont 4 femmes et 4 hommes. C'est suite au naufrage qui a eu lieu le samedi 11 février au port Emmanuel dans la ville de Bukavu. Un bateau se trouvant à quai et appartenant aux établissements Silumu est entré en collision avec une pirogue motorisée chargée des marchandises et avec à son bord plusieurs personnes en partance de Bukavu pour Idjwi. Malheureusement, l'embarcation a été renversée, faisant ainsi plusieurs disparus. Jusque-là, le bilan est provisoire, tandis que les recherches se poursuivent. Les circonstances et les causes réelles de cet accident n'y sont pas encore connues, mais il est à noter que ces pirogues motorisées embarquent souvent au-delà de leur capacité. La société civile et d'autres structures appellent à des enquêtes sérieuses. Le gouvernement provincial, quant à lui, attend le bilan final et promet des sanctions. Rendons-nous à l'Assemblée nationale avec le président de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui a reçu dans son cabinet de travail le ministre ad intérim de Transport, Marc Ekila. Les deux personnalités ont échangé sur l'opérationnalisation de bus Trans Academia afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage de Martin Ikaïmbe. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience le mardi 14 février en son cabinet de travail du Palais du Peuple le ministre ad intérim de Transport, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ekila. Au menu de cette entrevue, l'opérationnalisation de l'établissement public dénommé Trans Academia. Au sortir de l'audience, le ministre AI de Transport s'est exprimé en ces termes. Notre entretien a porté essentiellement à ce qu'il voulait avoir de plus amples informations sur l'opérationnalisation de l'établissement public dénommé Trans Academia. Et Trans Academia, vous savez, c'est un établissement public qui est né de l'idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le gouvernement à sa tête, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, sont en train de matérialiser cette vision-là, parce que le chef a voulu que nous puissions avoir un établissement public de transport dédié spécifiquement aux étudiants. Alors nous lui avons fait part de toutes les étapes que nous avons déjà parcourues, depuis l'acquisition des bus jusqu'à ce jour. Et de cela, nous avons également présenté quelques petites préoccupations et il nous a donné tout son soutien. Et nous lui avons également rassuré qu'avec son soutien, dans les jours qui suivent, nous pouvons effectivement avoir le bus Academia qui œuvre en transportant effectivement des étudiants d'un site universitaire à un autre. Le ministre ad intérim de Transport, Marc Ekila, a profité de l'occasion pour aborder d'autres sujets liés au secteur de transport, notamment le dossier Congo Airways, en rapport avec son exploitation. Marc Ekila est sorti du bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement, assagi par des conseils et orientations du patriarche Mbosso Kodiampouanga Christophe, qui par ailleurs s'est dit préoccupé par la construction d'un aérodrome dans la cité de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango. Le ministre Ekila a promis de vite revenir vers Christophe Mbosso pour approfondir sur la question. S'agissant de Trans Academia, le ministre ad intérim de Transport est d'avis que l'établissement public n'arrive pas en retard. Il ne s'agit pas ici de confondre vite et précipitation. Trans Academia arrive au bon moment. Il y a quelques jours, la rentrée académique a eu lieu. Il fallait mettre tout le dispositif devant permettre à Trans Academia de fonctionner en toute légalité et régularité et en toute harmonie. Ce sont toutes ces préoccupations
que nous avons prises, a-t-il placé. Marqué qu'il a aussi rassuré la communauté estudiantine que tous les bus Transacademia sont assurés, porteurs de plaques d'immatriculation. L'établissement Transacademia dispose d'un siège social, de la dotation en carburant mise à la disposition par le gouvernement à travers le ministère des hydrocarbures et de l'économie nationale. Il reste un petit détail à régler, car dans ces processus d'opérationnalisation de l'établissement, il fallait étudier les mécanismes de paiement dématérialisés ou numérisés. Transacademia devra desservir toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire du pays avec une phase pilote qui commence avec la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou tient à l'exécution de la paye complémentaire des retraités de la première vague et du paiement des indemnités de fin de carrière pour ceux de la deuxième vague de la semaine prochaine. Lors de la réunion du lundi 13 février, le ministre de la fonction publique a donné des instructions fermes pour que le paiement complémentaire de retraités puisse intervenir dans le délai ne dépassant pas une semaine. Viningali Junior revient là-dessus. Processus de la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État, les vice-premiers ministres, ministres en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou veillent à la mise en exécution des instructions pour la paye complémentaire des retraités. Les dysfonctionnements rencontrés suite au problème des domiciliations a été réglé à l'issue de cette réunion tenue le lundi 13 février 2023. Des instructions fermes ont été données par le vice-premier ministre pour que la paye complémentaire de retraités puisse intervenir dans un délai ne dépassant pas une semaine sur toute l'étendue de la République. Toutes les parties prenantes ont été instruites par le VPM pour que les mesures idoines soient prises immédiatement afin que le fonctionnaire, les retraités puissent rentrer dans leurs droits. S'agissant premièrement de la première vague, la paye a déjà commencé. Ça a été lancé depuis maintenant 2 mois. Les retraités ont déjà reçu leur dû. Par contre, pour la paye complémentaire, les fonds qui ont été envoyés auprès des banques ont été retournés suite à de petits soucis de liquidation, de petits soucis de domiciliation. Et l'ordonnateur délégué du gouvernement, qui est à ma droite, a été instruit pour que les nouvelles domiciliations soient faites, que les noms correspondent aux banques, et que au courant de cette semaine, au plus tard mercredi, l'argent soit arrivé dans les banques commerciales et qu'avant la fin de la semaine, tous les retraités puissent bénéficier de leur paye complémentaire de mois d'octobre, novembre et décembre, soit le 4e trimestre de l'année 2021. En ce qui concerne enfin la deuxième vague de retraités, soit 6300 agents, là aussi, c'est l'occasion pour nous d'informer aux bénéficiaires que le décaissement a été effectué. Les fonds se trouvent présentement auprès des banques commerciales. L'ordonnateur délégué a déjà transmis les instructions complémentaires, c'est-à-dire les listes et les listings auprès des banques commerciales, et que dans les tout prochains jours, c'est-à-dire au courant de la semaine déjà, les bénéficiaires vont toucher leur argent. Sous le leadership du chef de l'État, le processus de la mise à la retraite digne se poursuit normalement. Après la première et la deuxième vague, plus de 10 000 fonctionnaires ont été envoyés à la retraite dignement. À noter que le processus de la troisième vague a été lancé il y a peu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. En société, la dernière démolition au quartier Belvédère, dans la localité Moussangu, commune de Mongafula, a provoqué des fausses rumeurs sur l'origine de cette opération coup de poing dans la population. Le général Silvano Kassongo est descendu sur place pour ramener le calme dans les esprits et confirmer du bien fondé de la mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez le général Silvano Kassongo. La police a été requise par ce jeune, le gouverneur, afin d'assister le ministère des Affaires foncières provinciales pour la démolition. Les affaires foncières ont démoli ici les constructions anarchiques, 5 mètres de part et d'autre, pour que la circulation soit fluide. On a un problème sérieux, c'est un site non édificant, qui a des problèmes. Vous avez vu des érosions par-ci par-là. Alors, diriger, c'est prévenir. Le gouvernement a pris des dispositions idoines pour que les gens ne puissent pas mourir comme on l'a vu la fois passée.
première dame ne connaît même pas ici. Je vous ai dit que la première dame n'est ni de près ni de loin. L'usine est là, appartient à une dame qui s'appelle Julia. C'est parce que les gens veulent toujours se victimiser, chercher à salir le nom de la première dame, ou bien ils cherchent à ce que la première dame soit de leur côté. Alors les personnes ont cité le nom de la première dame comme ça pour rien. La première dame ne connaît ni l'endroit, ni l'adresse, elle n'a jamais été ici. La propriétaire est là, elle est connue, c'est une Congolaise. Nous devons féliciter cette dame-là. Au lieu d'investir ailleurs, elle a investi au pays. C'est une bonne chose pour notre pays. Toujours dans ces mêmes chapitres, le rumeur selon lequel la directrice générale du holding Mondico serait responsable des démolitions de constructions anarchiques sur le site de la concession Belvédère dans la commune de Mongafula sont des fausses informations. L'avocat conseil de Mondico, Maître Junior Kapouya, a réagi sur la question au cours d'un communiqué de presse. Suivez-les pour l'essentiel. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les destructions qui ont été opérées sur ce site obéissent à la démarche que l'hôtel de ville a entrepris depuis un certain temps, celle de savoir de démolir les constructions anarchiques et érigées sur des zones non édificantes. Donc cette entreprise a été opérée sur la base d'un arrêté du gouverneur de la ville qui avait clairement mentionné le site Belvédère comme étant un site sur lequel devaient s'opérer les démolitions, et cela a été fait. Donc tout ce qui a été raconté ou tout ce qui se raconte autour n'est que pure machination pour tenter de salir la société Mondico. Donc en clair, voilà l'objet de mon invitation. Cela a été appuyé par le communiqué de presse que ma cliente a émis hier, de manière à rappeler qu'elle n'était ni de près ni de loin liée à cette campagne médiatique qui vise à polluer les autorités, mais aussi la crédibilité de la démarche qu'elle est en train d'opérer. En santé, les camps des déplacés des Kanyaruchinya près de Goma inquiètent davantage suite à la multiplication de cas suspects de rougeole et de choléra. Le gouverneur du Nord Kivu a lancé depuis le 20 janvier dernier la campagne de vaccination depuis du fait qu'il y a pénurie d'eau et de manque de latrines. Images et commentaires. Deux cas suspects de rougeole et choléra se multiplient parmi les déplacés regroupés à Kanyaruchinya, près de Goma. Ces hommes, femmes et enfants se sont rapprochés de la capitale provinciale du Nord Kivu, fuyant les violences relatives à l'activisme du M23. Des enfants présentant des symptômes de cette maladie ont été pris en charge par les équipes à Kanyaruchinya, mais aussi à Munigi. L'une des solutions est la vaccination. Pour freiner la transmission de ces virus, les équipes sont en discussion avec les autorités sanitaires pour organiser dans le plus bref délai une autre campagne de vaccination dans la zone de santé de Nyiragongo. Le choléra est également l'une des préoccupations majeures en ce moment. La crainte s'explique également, selon les déplacés, par la pénurie d'eau potable et l'insuffisance de latrines. Le gouverneur du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima, avait lancé le 20 janvier dernier la campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra au territoire de Nyiragongo, ciblant principalement les communautés des déplacés internes et les familles d'accueil. Les affrontements entre les combattants du M23 et l'armée occasionnent d'importants déplacements massifs de population. Les déplacés venant du territoire de Rutshuru et de Nyiragongo sont cantonnés à Kanyaruchinya et Munigi, et ceux du territoire de Massissi sont installés à Boulengo, au quartier Lac Vert. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'Union européenne a une fois de plus condamné le M23 et le Rwanda de Paul Kagame pour leurs actions qui provoquent la détresse de déplacés à l'est de la RDC. L'Union européenne exhorte le M23 à se retirer de zones qu'il occupe dans le plus bref délai. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs démarre le jeudi 16 février dans l'est du pays. C'est le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, qui l'a confirmé au cours de sa mission au Nord Kivu, où il a échangé avec les autorités pour la sécurisation du processus électoral. Les Kulunas sont de plus en plus agressifs dans la ville de Kinshasa.
Ce jeune opère de nuit comme de jour dans les rues et dans les maisons de pauvres Quinois qui n'en peuvent plus. Que faut-il faire face à cette terreur récurrente? Réflexion sur le sujet dans cette édition. C'était le journal de la rédaction Mondico. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico aux télévisions. Bonsoir.